Alors, au sein de cette capture vidéo, on va revenir un petit peu sur la notion de mise en barre économique. C'est bien les deux termes qui sont importants. Je parle bien ici à la fois de mise en barre et d'économique. Alors, euh, pourquoi je mets ces deux éléments euh, en relation? La mise en barre, de façon générale, donc on a vu que c'était de positionner tous nos débits, d'accord? Pourquoi? Mais pour connaître quels sont nos besoins en matière. Est-ce que j'ai besoin de commander une barre, deux barres, trois barres, 10 barres, etc. Maintenant, ce qui est important, c'est que cette mise en barre se fasse de façon à être économique, c'est-à-dire à rationaliser, à mettre en place le plus de débit possible dans mes barres. D'accord? La méthode qui est en général adoptée, c'est de commencer d'abord par les pièces les plus longues. Alors pourquoi je vais commencer par les pièces les plus longues? Parce que si je commence par des petits bouts de pièces, le risque c'est qu'à la fin je n'ai plus suffisamment de quantité de matière pour pouvoir positionner mes longues barres. Alors que l'inverse, en commençant par mes grandes dimensions, derrière je vais pouvoir venir intégrer des petites dimensions et ainsi travailler de façon économique. Donc d'abord en petit 1, on commence par les pièces les plus longues et c'est une fois qu'on a mis en place les pièces les plus longues qu'on va en fait compléter par des pièces qui sont plus petites. D'accord? Et si je respecte ça, on va réaliser une mise en barre économique. Donc cette mise en barre économique, on va travailler au sein de ce chapitre la méthode graphique. Donc comme le nom l'indique, la méthode graphique, c'est le fait donc de dessiner, c'est-à-dire qu'on va venir représenter nos différents morceaux de barres, enfin nos différents débits dans les barres afin de savoir combien de barres on va devoir commander. Voilà, alors, des exemples de mise en barre économique. Ici, on a justement une implémentation qui n'est pas économique, c'est-à-dire qu'on vient, en fait, à chaque fois, on vient redécouper les éléments, les bords de pièces, alors qu'on pourrait très bien faire ce qu'on appelle une imbrication. Voilà, une imbrication de pièces, c'est quoi? Ben, en fait, je viens à chaque fois ici retourner ma barre de façon à ce que la fin de la première pièce corresponde au début de la deuxième. De cette façon, par exemple, on va venir limiter les pertes. Au niveau des mises en barre économiques, on va retrouver pour tout ce qui est profilé, pour tout ce qui est découpe de barres, deux principales machines. La scie à ruban, d'accord? Donc la scie à ruban, vous connaissez, hein, c'est la scie que vous avez ici à l'atelier, hein, c'est ce qu'on a au sein de notre atelier. Donc vous connaissez cette machine. Hop. On va venir en fait découper nos profilés à l'aide d'une lame qui se présente sous la forme justement d'un ruban. Et on va retrouver aussi un second type de machine. Alors vous en avez peut-être rencontré en entreprise ou pas, c'est ce qu'on appelle une tronçonneuse fraise scie. Donc la tronçonneuse fraise scie, cette fois-ci, on ne retrouve plus une lame, mais on retrouve, c'est ce qu'on voit ici, on retrouve ce qu'on appelle un disque. Alors pourquoi utiliser plutôt une tronçonneuse qu'une scie à ruban ou l'inverse? En fait, tout simplement, ces machines ont chacun leurs avantages, leurs inconvénients. La scie à ruban, qui est globalement la machine qu'on rencontre le plus dans les ateliers de métallerie, la scie à ruban, son avantage, c'est notamment son coût. En fait, on a des lames qui sont très très peu coûteuses. Euh, Vous avez vu que les lames s'usent régulièrement, qu'on a besoin de les changer, mais une lame, c'est vraiment pas très cher. On va aussi, avec une scie à ruban, avoir une très grande largeur de coupe possible. On n'est pas limité. Si vous voulez aller couper du plat de 150 ou de 200 ou même encore plus large, en général, vous n'aurez pas trop de difficultés. Alors, bien sûr, vous n'allez pas couper des tôles dans la scie à ruban, hein, c'est pas fait pour ça. Mais on va avoir aussi une grande largeur de coupe. La
la scie à ruban, c'est une machine qui est assez économique. Donc là, on parle d'épaisseur du trait de scie. En fait, vous l'avez remarqué, hein, je vous demande régulièrement de venir nettoyer les copeaux qui sont dans la machine. Quand on vient faire de la découpe de profilé, que ça soit à la scie à ruban ou à la tronçonneuse, on fait une découpe par copeaux. On a une perte de matière. Sur une scie à ruban, vous avez vu que les lames sont relativement très fines, de l'ordre de 1 mm à peu près. Donc on a très peu de pertes qui sont dues aux découpes. L'inconvénient par contre de la scie à ruban, bon, c'est son manque de précision. Vous l'avez déjà constaté, on en a déjà parlé. On a beau, par exemple, faire des coupes d'onglets à 90, il est très rare que quand on vient positionner les pièces l'une sur l'autre, deux coupes d'onglets à 90 forment un angle à 45 degrés, pardon. Deux coupes d'onglets à 45 degrés forment en fait très rarement un angle à 90 degrés, hein. C'est ce qu'on va mettre en place, par exemple, si je veux réaliser un cadre. Vous avez vu, hein, à chaque fois, je vous dis, fiez-vous bien, utilisez bien une équerre pour positionner vos éléments. Les découpes manquent de précision. Alors pourquoi les découpes manquent de précision? Le ruban de lame de la scie à ruban, il est relativement souple, il a tendance à se vriller à la découpe, et c'est ce qui fait qu'on a beau régler très précisément notre angle ici de coupe, on n'obtient pas toujours l'angle voulu. On a aussi une bavure relativement importante, donc ça veut dire que à la scie à ruban, hein, il y a vraiment nécessité d'ébavurer, et surtout il y a nécessité de faire très attention quand on récupère les pièces. C'est pour cette raison qu'on vous oblige à porter vos gants sur la scie à ruban. La tronçonneuse fraise-scie. Alors, dans un premier temps, ses avantages. La tronçonneuse fraise-scie, l'avantage, c'est surtout son angle de coupe. On a un angle de coupe qui est très très précis. Pourquoi? Eh bien, en fait, tout simplement, le disque, il est beaucoup plus épais, il est beaucoup plus rigide, et on a vraiment une précision de coupe très importante. C'est notamment ce genre de disque qu'on va utiliser euh, dans tout ce qui est réalisation de châssis de fenêtres, puisqu'on a besoin d'assemblage très très précis. Bon, c'est une machine qui a peu de bavure en soi, c'est pas non plus une grande problématique, mais voilà, on a vu tout à l'heure que attention quand même à ne pas se trancher la main en venant récupérer nos profilés. Au niveau des disques, on a des disques qui ont une durée de vie beaucoup plus importante que la scie à ruban. Pourquoi? Bah, du fait de leur rigidité. Et en plus, surtout, nos disques sont réaffûtables, c'est-à-dire que même quand le tranchant de la lame commence à s'émousser, vous allez pouvoir réaffûter vos disques pour continuer à les utiliser. Les inconvénients, pourquoi? Alors là, je viens de citer pas mal d'avantages, on pourrait dire, bah, utilisons que des tronçonneuses précis. Bah, l'inconvénient, c'est quand même déjà la grosse épaisseur du trait de disque, c'est-à-dire qu'on a pas mal de pertes de matière. Je vous disais tout à l'heure qu'ici, on avait des lames qui faisaient autour d'1 millimètre. Ici, on est plutôt sur des lames qui font autour de 3-4 mm d'épaisseur, donc on a pas mal de pertes de matière. Ça, c'est un premier défaut. C'est pas le défaut le plus rédhibitoire. Vraiment, le problème majeur, c'est la largeur de coupe. En fait, on a des machines qui fonctionnent uniquement par basculement, mais cette fois-ci, notre largeur de coupe est relativement limitée. Donc, ces machines vont être très, très intéressantes pour des profilés de petite largeur, mais si vous travaillez avec des sections beaucoup plus importantes, ben, vous n'arriverez pas à découper complètement votre pièce. Et c'est notamment cette raison qui fait que les professionnels n'adoptent pas ce type de machine d'un premier abord. Ils vont plutôt s'équiper d'une scie à ruban, puis par la suite, voilà, s'équiper d'une tronçonneuse fraise-scie s'ils en ont vraiment l'utilité. Alors, les disques sont réaffûtables, par contre, le coût d'achat du disque, il est quand même relativement onéreux, il est assez cher. Donc, en résumé, hein, vous voyez que au niveau de ce qu'on appelle la largeur de saignée, alors la largeur de saignée, c'est quoi? Bah, c'est en gros la perte qui est due à la découpe de la matière. Sur une scie à ruban, donc c'est ce que je vous disais, on a des pertes qui sont relativement
peu importante. Néanmoins, vous voyez, quand je vous demande de nettoyer la machine, ces pertes sont significatives, puisqu'on retrouve, à force de couper relativement du copeau, mais sur une tronçonneuse fraise-scie, pardon, les pertes sont vraiment beaucoup plus importantes, hein. Vous voyez qu'on peut aller même jusqu'à 5 mm de perte, hein. Alors cette perte, elle peut vous paraître négligeable, vous dites c'est quelques millimètres, mais lorsque vous allez répéter de nombreuses coupes sur une pièce, le risque c'est de perdre de la matière à chaque coupe, à chaque coupe, à chaque coupe, et à la fin, vous avez tellement perdu de matière au niveau de vos coupes que vous n'avez plus de quantité de matière assez importante pour réaliser toute votre section. Donc on verra que hein, dans nos réalisations de mise en barre, on va prendre en compte cette largeur de saignée, hein. Cette largeur de saignée, elle va rentrer en compte dans la mise en barre. Notion d'affranchissement. Alors l'affranchissement, qu'est-ce que c'est? Quand je regarde un petit peu ma barre là, on peut constater que son extrémité, son bord en fait, il est relativement abîmé. Alors, pourquoi il est abîmé? Parce que voilà, pendant son transport, notamment pendant les opérations de transport, donc les barres sont tirées des racks au niveau de l'entreprise, sont cherchées dans le camion, elles vont prendre des coups réguliers et on se retrouve avec des extrémités quelquefois qui ne sont pas tout à fait propres, pas tout à fait nettes, qu'on ne pourra pas utiliser telles quelles. Et qu'est-ce qu'on va faire? En fait, on va venir découper une partie du début de la barre, hein, voilà. Donc ça, voilà, c'est une perte, ça, hein. Et cette perte qu'on vient de réaliser là, c'est ce qu'on va appliquer, c'est ce qu'on va appeler, pardon, dans notre métier, un affranchissement. Donc en fait, on va venir découper le bord de la barre pour commencer avec une barre d'un aspect tout à fait correct et propre. En résumé, quand vous allez faire une mise en barre, donc une mise en barre, ce n'est pas seulement mettre la longueur de la pièce les unes à la suite des autres pour voir est-ce qu'on a besoin de une ou plusieurs barres. Première chose qu'on mettra en place, c'est donc l'affranchissement. On positionna notre affranchissement sur la mise en barre. Ensuite, on mettra en place la longueur de coupe, sachant que la longueur de coupe, on retrouve la longueur de la pièce en elle-même, notre débit, hein, ce que vous allez retrouver dans vos plans, et on viendra intégrer la saignée. À chaque fois que vous allez couper une pièce, vous allez avoir une perte qui est due à cette découpe. Alors, pour information, au niveau de l'affranchissement, en général, on considère que l'affranchissement qui est ici, la saignée fait partie de l'affranchissement. Je prends un exemple. Si on me dit qu'on va faire un affranchissement de 10 mm, c'est-à-dire qu'on va venir enlever les 10 premiers millimètres de la pièce, si je suis par exemple sur une scie à ruban qui a une saignée de 1 mm, je ne réglerai pas ma butée à 10, mais je réglerai ma butée à 10 moins 1, 9 mm, de façon à, une fois ma coupe réalisée, avoir enlevé 10 mm. Même chose donc pour les coupes. Au niveau de mes débits, à chaque débit de pièce, donc à chaque longueur de pièce, les valeurs que j'ai été retrouver, je vous ai dit donc sur mon dossier technique, sur mes plans, hein, je vais venir rajouter ma saignée. Si j'ai une pièce que je souhaite couper à 600 mm et que ma saignée est de 1 mm, la longueur de coupe de cette pièce, en fait, elle est de non plus 600, mais donc de 601 mm. Et puis on répétera les coupes au fur et à mesure dans ma barre jusqu'à arriver à son extrémité. Et là on distinguera deux cas. On va retrouver en fait différents types de chutes, hein. À la fin, en général, il nous reste quand même un petit peu de matière. On va retrouver ce qu'on appelle les chutes récupérables. Les chutes récupérables, comme l'indique, c'est des chutes qu'on peut récupérer. Ce ne sont pas des chutes qu'on va venir jeter, qu'on va venir mettre à la benne. Ces chutes récupérables, donc on a une longueur qu'on peut encore utiliser, qui est réutilisable. On ira donc les ranger dans le rack.
Les chutes non récupérables, elles, par contre, seront envoyées à la benne, hein.